Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 14 décembre. Place au titre de l'actualité. Le réseau des sites historiques Grimaldi s'agrandit. Le prince Albert II et la princesse Caroline de Hanovre étaient dans les Ardennes pour dévoiler une plaque dans 2 villages du département français. Une de nos équipes est sur place. Petits et grands se sont réunis dans les rues de la Principauté ce matin pour le 30e Giro des Natales, une course populaire et festive sur laquelle nous reviendrons dans un instant. Première femme à diriger l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, vous entendrez Nathalie Sutzmann, interviewée par notre spécialiste suite à sa nomination à la tête de l'OPMC. Et puis à l'approche des fêtes, la solidarité ne s'arrête pas aux humains. De nombreux chiens sont abandonnés à cette période de l'année. Pour les soutenir, Roquetton a organisé le Noël des animaux. Reportage à suivre. Nous ouvrons donc ce journal dans les Ardennes où le prince Albert II, accompagné de son Altesse royale, la princesse de Hanovre, a passé la journée hier. De retour dans le département 7 mois après leur dernière visite, frères et sœurs ont découvert 2 communes liées à l'histoire de leur famille. D'abord Harnicourt, puis Château-Porcien. C'est là que nous vous retrouvons. Théo Schumer, bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Oui, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II et son Altesse royale, la princesse de Hanovre, étaient déjà venus ici dans les Ardennes en avril dernier, mais leur visite avait dû être abrégée en raison des funérailles du pape François auxquelles s'étaient rendus le prince et la princesse Charlène à Rome. Alors évidemment, vous savez que le souverain aime honorer ses engagements et il lui tenait donc très à cœur de revenir sur ces terres où il avait été invité et auxquelles lui et sa famille sont liés par l'histoire. Ravi de vous accueillir, promesse tenue. Le prince souverain et sa sœur se sont donc rendus cette fois dans 2 nouvelles communes. D'abord à Harnicourt, à une 60aine de kilomètres de la frontière belge à peu près, où ils sont arrivés peu après 11h30, accueillis par le préfet du département et le président du conseil départemental. Ensemble, ils ont d'abord dévoilé à l'entrée de l'agglomération le fameux panneau d'appartenance au réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco. Un premier temps fort auquel a également participé le maire d'Harnicourt, bien sûr Thomas Amine, qui nous a fait part de sa fierté au nom de toute la commune. C'est un moment fort, on n'a pas dans nos petites communes rurales l'habitude d'avoir des déplacements de personnalités de ce rang, donc énormément de joie et d'émotion. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir l'importance de ce tissu rural, qui est le pilier de nos valeurs, où on retrouve des valeurs qui sont chères au souverain et à sa sœur, la princesse, son Altesse. Donc on est fiers de pouvoir montrer ça, ce tissu rural qui fait battre le cœur des campagnes, qui fait battre le cœur de notre pays. C'est dans nos campagnes que se bâtissent les grands projets en toute discrétion, où on a encore ces valeurs du travail, de respect qui sont prédominantes. Leurs Altesses ont après suivi l'édile jusqu'à sa mairie et pu rencontrer les habitants de la commune. Dans les déplacements sur les fiefs, c'est toujours un moment de convivialité, de partage et même d'affection qui s'est matérialisé aussi par des échanges de cadeaux entre le prince, la princesse et le maire, comme des coffrets de spécialités culinaires de leur terroir respectif. La dinde rouge, on en avait parlé ensemble à Sedan. Donc je faisais un ouvrage et puis les producteurs ont mis des produits derrière exclusivement à base de dinde rouge, qui est une vraie marque du territoire. Peu après-midi, 15 minutes de route plus loin, c'est à Château-Porcien que s'est poursuivie cette visite princière, une autre commune historiquement liée à la famille Grimaldi et qui est elle aussi entrée officiellement dans le réseau des fiefs avec sa propre plaque. Mais l'autre temps fort de la matinée a été la visite de l'église Saint-Thibaut. Et je disais c'est un temps fort, mais c'est bien plus fort que ça, parce qu'il faut savoir que le prince avait apporté son mécénat à un ancien tableau qui a donc pu être restauré grâce à lui. Tableau que le maire de la commune de Château-Porcien, Didier Simon, a inauguré avec lui tout à l'heure avec beaucoup d'émotion. Je vous propose de l'écouter. Un tableau qui était vraiment en très mauvais état, que je n'aurais jamais pensé qu'on puisse rétablir ce que vous avez pu voir en place. Et franchement, c'est que du bonheur. Au-delà des panneaux, on s'aperçoit qu'on peut être dans l'histoire, dans de l'art et de la culture, puisqu'aujourd'hui on a un très beau tableau qui est replacé dans notre église et qui nous permet d'avoir des siècles de représentation. Avec la présentation du tableau, une plaque commémorative en pierre a également été dévoilée, marquant à jamais la venue du prince Albert II et de la princesse Caroline dans la commune. Alors, Harnicourt, Château-Porcien, l'église Saint-Thibaut, ce fameux tableau, tout ce remous d'histoire n'a évidemment pas laissé indifférent le directeur des archives du Palais Princier, Thomas Fouilleron, qui faisait bien entendu partie lui aussi
de la délégation venue ici dans les Ardennes et qui nous en a appris un peu plus sur ce qui lie la famille princière à ce grand territoire qui était autrefois un comté médiéval. C'est passionnant, écoutez-le sur le tableau d'abord qui s'appelle Jésus et les docteurs et puis sur l'histoire des deux communes ensuite. Le prince souverain essaie toujours de soutenir les initiatives liées à la valorisation du patrimoine qui est lié à ses ancêtres dans les sites historiques Grimaldi. Et en réalité, ce tableau a été découvert par le directeur des archives départementales des Ardennes, avec qui nous avions préparé l'exposition sur ce duché de Rethel qui a été inauguré au mois d'avril. Léo Davy, qui est aussi conservateur des antiquités et objets d'art du département. Ce tableau était à restaurer, c'était un beau tableau et l'occasion évidemment de la visite du prince a permis de solliciter cette aide qui permettait d'alléger le poids évidemment de la commune qui est propriétaire du tableau pour cette restauration. Quel est ce lien historique qui existe entre la commune d'Harnicourt, celle de Château-Porcien et la principauté de Monaco? On sait qu'à l'origine, c'était des communes qui formaient un comté médiéval, c'est bien ça? Oui, absolument. Le Porcien était un comté qui a été très important, effectivement, qui est passé de maison féodale en maison féodale, d'importance européenne, les Croy notamment, les Gonzague qui étaient ducs de Mantoue, puis les Mazarins. Et le Porcien est érigé en principauté en 1561 par le roi de France Charles IX et passe ensuite en 1777 dans la maison de Grimaldi par le mariage de Louise d'Aumont-Mazarin avec le futur prince Honoré IV de Monaco. Bonjour. Et cette séquence s'est conclue par une rencontre avec la population locale, très enthousiaste, notamment à la salle des fêtes, avec des discours de remerciements et là encore des échanges de présents, dont une petite statuette de François Grimaldi que le souverain offre à chaque maire du réseau des sites historiques. Une visite dans ces villes de Château-Porcien et Harnicourt qui a particulièrement touché le prince Albert II et qui nous a exprimé donc son émotion à notre micro. Je suis vraiment très heureux de ce développement de cette association des sites historiques Grimaldi de Monaco. On sent que ça a du sens, que ça prend un très beau visage et voilà, je suis très heureux de découvrir ces lieux, mais même si je connaissais déjà la région, mais d'aller au contact de la population et puis surtout des jeunes générations aussi qui doivent aussi comprendre d'où ils viennent pour pouvoir mieux appréhender où ils voudront aller demain. Vous l'aurez compris, une journée donc chargée de sens et d'émotions ici dans les Ardennes. Bien que situées à plus de 1000 km de la principauté, ces deux communes n'ont pourtant jamais semblé aussi proches de Monaco après cette visite où le frère et la sœur Grimaldi ont pu une nouvelle fois honorer leurs racines. Ils étaient plus de 2000 sur la ligne de départ du 30e Giro des Natales ce matin. Sarah Vuillemin et Alexandra Paolini ont suivi les participants dans cette course de 10 km imaginée par l'association sportive de la sûreté publique. Voyez leur reportage. Le Giro de Natales a embarqué pour cette 30e édition avec plus de 2000 coureurs. Le lancement était donné à 10h30 sur la ligne de départ du Grand Prix de Formule 1. Ils ont arpenté les fidèles rues monégasques en passant par la place du Casino, le Larvoto et le Palais Princier, un paysage particulier qui ne déplaît pas aux coureurs. C'est un parcours atypique. La chance qu'on a, c'est finalement d'être au centre de la ville elle-même. Il y a des montées, des descentes, des sites historiques, ça varie. Donc c'est du plaisir, de la difficulté mais du plaisir. On était tout le temps dans le dur dès le début. La première montée, on l'a senti. Et après, on avait déconnecté notre cerveau et on s'encourageait tout le long, chacun de notre côté. Et les personnes qui étaient le long de la course, ils nous encourageaient, c'était formidable. Les escaliers, je les appréhendais beaucoup et au final, ça s'est plutôt bien passé. Et celle que j'appréhendais moins, c'était la montée du Casino, où j'ai eu beaucoup de mal pour le coup. J'ai refusé de marcher, parce que je me suis dit si je marche, c'est foutu. Mais du coup, c'était très très bien. Vraiment. Beaucoup de dénivelé, mais très bon parcours. L'ambiance était au rendez-vous et ils sont venus nombreux casser les codes vestimentaires traditionnels de la course à pied. Chrono en tête ou non, l'objectif de tous, courir pour le plaisir. On a très chaud, mais par contre on s'est bien coordonnés, donc ça s'est très bien passé. On est arrivé jusqu'au bout avec les reines et le Père Noël qui a tenu son cortège. On a été rapide, c'est très bien. Et puis la course est magnifique, donc c'est chouette. Vous avez mis combien de temps ? On a mis 1h07. L'objectif c'était le plaisir et prendre plaisir et donner le sourire, ouais, c'est ça. Petits et grands, compétiteurs et coureurs du dimanche ont pu trouver leur bonheur lors de cette édition 2025. Médaille au cou, ils repartent tous avec la même victoire, celle d'avoir partagé le plaisir de courir au cœur de Monaco.
L'actualité artistique à présent, il a été dévoilé cette semaine le nom du nouveau directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Il s'agit d'une femme, Nathalie Sutzmann, la contralto et chef d'orchestre française reconnue à l'international, est interviewée par José Sacré. Nathalie Sutzmann, bravo pour votre nomination en tant que directrice artistique et musicale de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. J'ai rencontré pas mal de musiciens, beaucoup de mélomanes qui sont ravis de cette annonce. Et vous avez sollicité cette place ou bien c'est venu comme ça? Comment vous étiez intéressé il y a longtemps ou pas? Non, pas du tout. C'est une proposition qu'on m'a faite, à laquelle je n'avais pas pensé ou pas rêvé, mais j'ai été agréablement surprise, bien sûr. Je me suis posé beaucoup de questions et notamment de savoir si l'orchestre serait heureux de faire de la musique avec moi de manière plus intense, parce que je les connais bien déjà. Je dois dire que si je ne les connaissais pas bien, j'aurais sans doute hésité à accepter cette proposition, mais c'est un orchestre qui m'a toujours touché. On en avait parlé ensemble lors de certaines interviews. Et quand il y a cette connexion, je pense qu'il faut essayer de continuer la collaboration et de faire quelque chose. Oui, parce que cette connexion, elle peut exister au bout d'un certain travail. Mais là, vous veniez seulement pour 2-3 jours à chaque fois. Oui. Et ça se passait toujours bien. C'est ce que Goethe appelle les affinités électives. Parce qu'en plus, bon, vous êtes venue en tant que chanteuse, contralto avec votre ensemble Orfeo 55, et puis en tant que chef d'orchestre, et même chef d'opéra, avec l'Élixir d'amour, et puis Tannhäuser en version française, dont tout le monde se souvient. Mais oui, ça a toujours été justement dans les deux genres un grand plaisir, parce que ce sont des musiciens qui aiment la musique, qui aiment faire leur travail, et qui, chaque jour, ont envie de faire mieux. Et quand on sent, en tant que chef, un orchestre qui a envie de faire ce travail, alors on sait qu'on peut créer des choses formidables. Quels sont vos projets pour cet orchestre? Il y en a énormément, mais je suis encore dans une phase d'observation. Pour moi, c'est très important de comprendre, de comprendre aussi culturellement, d'étudier l'histoire de l'orchestre. Donc, par exemple, j'ai demandé à avoir un historique des programmations des 30 dernières années pour voir ce qui a été joué, pas joué, étudier un petit peu comment s'articule la saison, pour essayer de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de peut-être un peu plus tourné vers l'avenir et tourné vers la lumière, parce que c'est un orchestre que je trouve un tout petit peu trop dans l'ombre depuis quelques années, et j'ai envie de les remettre en lumière. C'est-à-dire de communiquer dans le monde entier, pas seulement en principauté, bien entendu, nous avons notre public et le public des alentours qui est essentiel, mais aussi faire savoir au monde que cet orchestre est formidable. Et donc ça passe par les médias, ça passe par vous, ça passe par la télévision, toutes les plateformes qu'on a aujourd'hui via Internet, qui sont très importantes. Et puis surtout aussi une politique de disques, puisque j'ai la chance d'avoir un contrat d'exclusivité avec Warner Classic. Et c'est très rare de pouvoir enregistrer aujourd'hui dans une major. Et donc j'espère pouvoir faire de très beaux enregistrements, et ce qui peut nous amener aussi à refaire beaucoup de tournées, ce qui serait mon rêve. Alors, encore une fois, bon, vous avez dirigé partout dans le monde, et ici, c'est un peu particulier quand même. Hein. C'est pas les États-Unis, c'est pas la Norvège, etc. Il y a un public fidèle qui, hélas, bon, c'est partout comme ça, vieillit. Est-ce que vous souhaitez faire des efforts vis-à-vis d'un jeune public? Et comment les attirer? Les conservatoires sont pleins, on refuse du monde, et on les voit jamais au concert. Oui, c'est d'ailleurs une des questions que je vais poser, parce que lorsque moi j'étais étudiante en France et que j'étais au conservatoire, venir au concert symphonique était une obligation. C'est-à-dire que l'abonnement, c'est à partir du moment où on étudiait un instrument, on devait connaître le répertoire d'orchestre. Et donc toutes les familles, alors à un prix extrêmement modeste, bien entendu, pour que tout le monde puisse avoir accès, mais tous les enfants, tous mes amis de 9 ans à 15 ans, étaient à tous les concerts symphoniques. Donc c'était très sympathique, parce qu'au Poulailler, on avait tous les jeunes du conservatoire qui étaient présents. Très souvent, on était invités aux répétitions, parce que si on est intéressé dans son instrument et éventuellement son futur métier, c'est essentiel de voir comment un orchestre symphonique travaille. Donc en 3 ans, tous mes concerts sont à 98% remplis, ça veut dire pour une salle de 2300 places, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, j'espère pouvoir obtenir les mêmes résultats avec la politique artistique que je vais mener ici. Merci.
Merci à vous. Noël approche et nos compagnons à quatre pattes ont eu droit à une fête rien qu'à eux aujourd'hui au Monte Carlo Bay. Porté par l'association Roqueton, cet événement permet de soulever des fonds au profit des animaux abandonnés. Gaëtan Lebrun et Marie-Ève Béé sont allés à la rencontre des toutous. Regardez. Un événement placé sous le signe de la solidarité et de la sensibilisation contre l'abandon, de nombreuses animations pour petits et grands, et surtout beaucoup de rencontres avec nos amis à quatre pattes. Plusieurs familles sont venues avec leurs chiens et ont pu immortaliser l'instant grâce à des séances photos. Un Père Noël est également passé pour distribuer des cadeaux aux animaux présents. Alors l'édition du Noël des animaux cette année, c'est une édition quand même tout à fait spéciale parce que j'ai voulu montrer aux gens qu'on pouvait donner un vrai Noël aux animaux. Et un vrai Noël, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord une famille pour un animal. On aura des chiens qui seront à l'adoption, qui sont ici présents. Et on leur cherche bien entendu un foyer généreux et aimant. Au-delà de la fête, l'objectif est donc bien d'encourager l'adoption et de sensibiliser le public à la cause animale. Ce que j'aimerais passer comme message à la jeune génération, c'est que l'adoption peut vraiment changer la vie, non seulement d'un chien, mais même d'une personne. Maintenant, nous sommes sous la période des fêtes, donc c'est un magnifique moment pour accueillir un animal à la maison. Cela dit, bien sûr, ce n'est pas un cadeau de Noël qu'après les fêtes on peut rendre. Donc c'est une grande responsabilité, c'est très important de le souligner ça aussi. Mais je peux vous dire, ça change la vie et c'est que du bonheur. Entre animation, photos et cadeaux, le Noël des animaux a su allier fête et engagement. Une journée festive mais surtout pleine de générosité pour lutter contre l'abandon animal. Avez-vous pu en profiter ce week-end ? Le village de Noël bat son plein sur le port Hercule. Alban Gingembre et Camille Caloni ont testé pour nous les activités phares et nous emmènent à la découverte des chalets gourmands notamment. Elles se sont fait plaisir. Nourriture, artisans ou attractions, toutes les raisons sont bonnes pour aller au marché de Noël. On va vous demander à vous ce que vous préférez et surtout, on va aller tester. Et on débute notre visite avec un premier arrêt pour prendre de la hauteur, 40 mètres exactement. Alors ça va Camille, pas trop le vertige ? Un tour de grande roue est toujours appréciable pour admirer la principauté et repérer notre prochaine activité. Ah, on voit la patinoire là-bas, on y va ? Alors ça faisait 3 ans que les monégasques attendaient le retour de la patinoire. On va aller leur demander s'ils sont contents, c'est parti. Super contente. Ouais. Moi aujourd'hui c'est ma première fois à la patinoire cette année. Moi c'est depuis l'ouverture du coup. Ça faisait super longtemps qu'elle n'avait pas ouvert, donc ça fait vraiment plaisir. Ça nous permet de nous amuser avec nos amis et faire une activité qu'on n'a pas l'habitude de faire à Monaco du coup. On quitte la glace, direction les chalets commerçants. Ils sont nombreux et variés, parfaits pour trouver quelques idées de cadeaux de Noël. Alors vous, le marché de Noël de Monaco, c'est un rendez-vous que vous ne manquez pas. J'essaie de ne pas le manquer, j'adore ce petit village, il est accueillant, tout est bien organisé, on s'y sent très bien. Qu'est-ce que vous nous proposez là par exemple ? Par exemple ces colliers-là, qui sont très sympas, c'est de l'acier inoxydable avec des vraies pierres et vous pouvez faire tomber les perles dans le dos et elles sont réglables, on peut les porter en choker, en long, à votre guise en fait. Je fais des boules personnalisées parce que les gens ils aiment bien quand c'est personnalisé avec les prénoms des enfants, leurs prénoms, prénoms de chiens, ils aiment bien. Après avoir découvert les différents artisans, place à l'une des raisons principales qui amènent du monde au marché de Noël. Pour moi, c'est plutôt la nourriture. C'est pour déjeuner à midi. Il y a plein de nourriture. La nourriture, c'est meilleur que partout à Monaco, je trouve, et les prix sont très bien aussi. C'est synonyme de nourriture et de plats chauds et réconfortants. Chaque année, je prends la patate au four, c'est une valeur sûre. La recette qui plaît le plus, la savoyarde, c'est pommes de terre, lardons, oignons et fromage à raclette. Ça fait 18 ans que je viens et que j'ai ma clientèle et que tout le monde m'attend avec impatience. C'est les clients qui me le disent, c'est pas moi. Ici, en fait, au marché de Noël, le vin chaud et le chocolat chaud sont très populaires, en fait. Et on a un vin chaud blanc qui est très populaire aussi à Monaco ici qu'on fait. Nous vendons des brochettes de chamallow, donc vous avez soit les petites pour les petites fins ou soit les grosses pour les grosses fins. Et le but c'est vraiment que les personnes se font cuire eux-mêmes les chamallows, donc au bord du feu. Les clients sont très contents, ils me disent tous que c'est une bonne idée
Et je pense que oui, c'est un produit original. Nickel, ça rappelle l'enfance, c'est validé. Le marché de Noël de Monaco, on l'a testé et approuvé. N'oubliez pas que les week-ends et pendant les vacances, il y a des spectacles, des concerts, des parades et des ateliers pour en profiter comme il faut. Oui, et la programmation détaillée est disponible sur le site officiel de la mairie. Avant de refermer ce journal, notez qu'il ne vous reste plus que quelques jours pour découvrir Filet de lumière de l'artiste Nika à la galerie Ayap sur le quai Antoine Ier. La peintre et mosaïste tchèque y expose ses œuvres colorées jusqu'à mardi et propose également demain un atelier de peinture pour les enfants de 16h30 à 18h, de quoi développer leur créativité après l'école. Cette édition est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Tout de suite, la météo présentée par Frédéric Elion. C'est Émilie Rousseau que vous retrouverez à la présentation de votre 19h demain. Et pensez à aller écouter le nouveau podcast Monaco Info. Il est dédié cette semaine à Bernard Werber. L'écrivain s'est confié au micro de Geneviève Berthy. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur notre antenne. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous présente la météo. Bonsoir à toutes et à tous. Lundi, le temps va se gâter avec de rares éclaircies le matin. Puis l'après-midi, le ciel va devenir très nuageux et des orages sont même attendus dans la soirée. Côté température, il fera 9 degrés le matin et 14 l'après-midi. Lundi 15 décembre, ce sera la Sainte Ninon. Très bonne soirée à toutes et à tous sur Monaco Info. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous a présenté la météo.